Bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir dans une nouvelle rencontre des rencontres de la revue Al-Mukhatabat, une revue trilingue. Nous publions depuis 2012 avec un rythme de 4 numéros par an et qui bien sûr qui est une revue qui tente d'encourager, de promouvoir bien sûr modestement et avec d'autres activités, d'autres universitaires le travail de recherche dans des domaines comme celui de ce soir, la philosophie des mathématiques. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés ce soir Gerhard Heinzmann, qui est un vraiment on peut dire, des géants de la philosophie Ouais, analytique et de la philosophie des mathématiques. c'est Et donc, on va bien sûr profiter de sa présence ce soir pour d'abord être à l'écoute de son exposé, de sa conférence, et bien sûr de discuter avec lui, de débattre. C'est un des principes de ces rencontres, c'est questionner bien sûr le travail de recherche et essayer un petit peu d'ouvrir un débat, bien sûr fructueux, pour surtout notamment pour les doctorants, pour les universitaires qui commencent leur travail de recherche, qui débutent leur travail de recherche dans ce domaine qui est assez complexe quand même. Donc, je présente rapidement Monsieur Gerhard Heinzmann. Il est professeur émérite à l'Université de Lorraine. Bien sûr, quand on dit Gerhard Heinzmann, on dit immédiatement le centre Archive Poincaré à Nancy et tout le travail qu'il a et continue à faire dans ce domaine avec d'autres, bien sûr, d'autres structures de recherche, d'autres structures de publication. Je ne cite qu'un exemple, la revue Philosophia Scientia, euh, si je me trompe, Philosophia Scientia, et qui est une des revues qui est très importante en France et en Europe et dans le monde, qui publie bien sûr des travaux assez pointus dans le domaine de la philosophie des mathématiques et dans la philosophie de façon générale, des sciences de façon générale. Alors bien sûr, les publications de Gerhard Heisman sont, la liste est longue. Il suffit d'aller sur sa page web, sur le site de l'Université de Lorraine, pour voir, consulter et voir un petit peu, avoir une idée sur les publications. Je vais citer rapidement son livre qui a été publié en 2013 sur l'intuition épistémique, une approche pragmatique du contexte de justification en mathématiques et en philosophie, qui a été publié à Paris chez Vrin dans la collection très reconnue Mathésis. C'est un livre, bien sûr, référence pour tous ceux qui s'intéressent à l'intuitionnisme et qui, bien sûr, travaillent dans le domaine de la philosophie des mathématiques et, bien sûr, qui s'intéressent aussi à la philosophie des sciences de façon générale. Et bien sûr, il y a eu tout un débat entre Gerhard et Villemin sur le pragmatisme et sur l'intuitionnisme et sur beaucoup d'autres questions et qui ont bien sûr marqué ce champ de recherche. Alors rapidement, je ne vais pas citer toutes les publications de Gerhard Heisman, mais j'ai envie ce soir juste de montrer deux, parmi, entre autres, les ouvrages qu'il a édités et puis les ouvrages collectifs auxquels il a participé. Je voudrais tout simplement citer ce livre très intéressant qui est, euh, qui est un livre qui s'intitule L'héritage scientifique de Poincaré. C'est un livre vraiment très important, très difficile à lire et que Gerhard Heisman, vraiment, il a eu, je dirais, le courage, le talent de on peut dire aussi la bonne formation pour boucler cet ouvrage par un article très intéressant qui porte le titre, je vais le citer rapidement, pour juste donner à mes étudiants et à tous ceux qui nous suivent ce soir et qui appartiennent à des départements de philosophie en Afrique du Nord. Le titre est suivant, Henri Poincaré aux mathématiques. Pardon, ça c'est un autre titre rapidement. J'arrive. Voilà, Henri Poincaré et sa pensée en philosophie des sciences. C'est un ouvrage, c'est un petit article qui, bien sûr, très intéressant. Il nous donne une idée et du coup, le travail que Gerhard Heinzmann a accompli dans ce domaine de la philosophie des mathématiques et des sciences et de tout l'éclairage qu'il a
qu'il a fait sur les apports de Poincaré dans ce domaine. Et j'ai envie rapidement, entre autres, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, ce livre très intéressant qui a été publié par Rochdi Rached et Pierre Pellegrin. Ça a été publié, je crois, en 2005 chez les éditions Albert Blanchard, où vraiment il y a un article très intéressant aussi de Gerd Eismann dans lequel il développe la notion d'intuition d'Aristote jusqu'à Kant à peu près et montrer un peu comment cette notion-là a connu, quels sont les tournants qu'elle a connus à travers l'histoire de la philosophie. Alors pour vous donner juste un exemple un peu pratique appliqué sur des documents que j'ai lus, que je suis en train de relire et que je partage avec mes étudiants et tous les chercheurs en Afrique du Nord qui sont intéressés par ce domaine de la philosophie des mathématiques pour montrer un peu l'importance de la conférence de soir et bien sûr l'importance de tout le débat qui va avoir lieu après cette conférence pour mettre au clair et approfondir beaucoup de thèmes de recherche et de points de recherche. Alors, je remercie tout le monde encore une fois d'être avec nous et je vais donner la parole bien sûr tout de suite à Monsieur Gerrit Heisman pendant 1 heure. Ensuite, on aura le plaisir de discuter avec lui sur sa conférence ou sur des points qui relèvent du thème sur lequel il va exposer ce soir. Merci, merci infiniment, Mika. C'est très gentil, cette introduction. Mon Dieu, je suis un petit peu chez nous. Je ne suis pas du tout. euh, bon. Euh, mais ça m'honore évidemment très, très fortement. Maintenant, le titre de mon exposé, c'est l'interférence entre philosophie et mathématiques. Et maintenant, quand j'entends me dit je devrais ajouter finalement intuition épistémique, 2 points, intuition épistémique. Je ne l'ai pas fait, mais parce que j'ai quand même, c'est ça qui sera l'interférence entre philosophie et mathématiques. Donc, le plan est le suivant. D'abord, je parle du contexte historique et systématique de cette interférence entre philosophie et mathématiques. Ensuite, je termine ce premier chapitre avec l'hypothèse que c'est pour l'intuition, l'utilisation de l'intuition qui pourrait être pourrait être l'intersection entre les deux. Je parle de l'intuition en mathématiques et en philosophie et finalement l'intuition épistémique comme lien entre mathématiques et philosophie. Voilà, c'est ça. Donc, je viens au premier point, contexte historique et systématique. Depuis l'Antiquité, les philosophes se sont interrogés sur le statut des objets des concepts mathématiques et sur la certitude qui l'accompagne. Ceci est particulièrement vrai pour les concepts comme nombre, infini, continu, espace, temps, preuve, etc. Mais la même chose est également vraie pour le vivant et ou la justice, se rattachant pourtant à d'autres disciplines que les mathématiques. Or, ce qui me tient à cœur est la question si la réflexion du mathématicien et du philosophe possède un caractère commun qui donne à la relation entre mathématiques et philosophie un statut différent de celle entre philosophie et une autre science particulière. La relation entre philosophie et mathématiques est-elle plus intime que celle de la philosophie avec les autres sciences particulières? Je vais essayer de donner une réponse affirmative justifiée en proposant donc l'intuition épistémique comme candidat expliquant cette intimité. Dans l'Occident, on connaît depuis Saint Bonaventure, au XIIIe siècle donc, le rapprochement entre 2 livres, la Bible et la nature, la première étant interprétée par les théologiens, la seconde, selon Pierre Gassendi, par les mathématiciens. En effet, les mathématiques sont,
si on néglige un canon religieux procédant par la foi, le moyen le plus efficace à notre disposition d'interpréter la nature, bien que certaines critiquent cette mathématisation comme emprise cognitive. Quoi qu'il en soit, toutes les sciences, même la biologie, se sont mathématisées. Si en admettant que les mathématiques jouent un rôle indispensable pour la connaissance du monde, et si on concède avec Ludwig Wittgenstein que le but de la philosophie est la clarification du discours par l'analyse du sens de nos énoncés, alors l'élucidation du sens du discours mathématique est paradigmatique pour la théorie de la connaissance. Je me place dans cette perspective et renonce à donner une description sociologique tout en rappelant quelques éléments historiques sur la relation entre mathématiques et philosophie, d'autant plus que depuis la soi-disant crise des fondements des mathématiques autour de 1900, la discussion sur la philosophie et les mathématiques s'est intensifiée et institutionnalisée, mais n'a pas ni transformé ni créé. En réalité, on confondait les fondements avec la réduction à la théorie des ensembles, au lieu d'entendre sous fondement l'organisation compréhensive des mathématiques. En d'autres termes, on confondait fondements mathématiques et fondements philosophiques. Nous verrons que les deux, l'analyse conceptuelle et sa compréhension, sont plutôt à concevoir comme deux aspects interdépendants qui se partagent l'intuition épistémique. Au début, l'élucidation du sens du discours mathématique est une propédeutique pour la philosophie. Ainsi, Platon, Ménon et Aristote, métaphysique mu et nu, ne s'intéressent non seulement à la définition des concepts mathématiques et à la démonstration, mais utilisaient les mathématiques comme science auxiliaire ou propédeutique pour le rôle critique de la philosophie. Nul n'entrée ici s'il n'est géomètre a été écrit selon la tradition à l'entrée de l'Académie de Platon. Comme déjà mentionné, beaucoup de philosophes étaient également mathématiciens. Descartes, évidemment, pour la géométrie. J'ai jamais compris qu'on peut lire Descartes seulement en tant que philosophe. Leibniz, le calcul différentiel. Pascal, le génie projectif, c'est-à-dire calculer l'émergence de probabilité. Kant, il donne des cours en mathématiques. Bolzano, la théorie des fonctions nombres. Et finalement, Husserl, qui a été assistant du grand mathématicien allemand Karl Weierstrass. De même, de grands mathématiciens comme d'Alembert, Poincaré, Brouwer, Gödel, Cantor, Alan Turing, qui discutent avec Wittgenstein, ou René Thom, engageaient des réflexions philosophiques sur des concepts mathématiques. C'est bien connu et rien de neuf. De ne dire rien de neuf, mais donner la raison du connu est caractéristique de la philosophie qui se distingue par cela d'autres disciplines a priori, comme justement les mathématiques et ou aussi les logiques. Les mathématiques dont les fondements sont peut-être par rapport à la genèse empirique, mais par rapport à la justification analytique. Cette spécificité de la philosophie était déjà remarquée par saint Augustin et rapportée par Kant et Wittgenstein. Je cite ce dernier, « Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je veux l'expliquer à quelqu'un qui me le demande, je ne le sais plus. Voilà ce qu'on ne pourrait pas dire qu'une question posée par la science. » Donc ça, c'est très important. Donc, je ne dirai rien de ce que vous ne savez pas déjà, mais mon intention est de comprendre pourquoi nous savons ce que nous savons. Précisons encore que la tâche du philosophe n'est pas de parler sur les mathématiques et leur développement. Pour ceci, le mathématicien est mieux doté. Mais les philosophes clarifient les présuppositions conceptuelles
qu'utilise le mathématicien. Le philosophe qui veut comprendre les concepts utilisés en théorie de la connaissance néglige parfois qu'ils sont aussi appliqués avec systématicité en mathématiques, comme par exemple l'objet abstrait, sa production, sa mode d'existence engendrant la querelle des universaux, la structure. Ça va bien, Lévi-Strauss et tout ça qui ont utilisé la structure humaine, l'intuition, la preuve ou le concept de second ordre, existence, qui annule la preuve ontologique cartésienne, etc. Jules Villemin, dans son œuvre séminale La philosophie de l'algèbre, souligne même un parallélisme méthodique entre mathématiques et philosophie. Je cite: l'histoire des mathématiques et de la philosophie montre qu'un renouvellement des méthodes de celles-là a chaque fois des répercussions sur celles-ci. L'occasion du platonisme était fournie par la découverte des irrationnels. La méthode métaphysique de Descartes emprunte, sans discontinuer, à l'invention mathématique de la géométrie algébrique. Et le principe de continuité de Leibniz est emprunté à l'invention du calcul infinitésimal. La méthode structuraliste qu'utilise Villemin pour les analyses historiques est elle-même empruntée aux mathématiques. En effet, selon Bourbaki, les mathématiciens comme Hankel, 1867, affirment que les mathématiques ne sont qu'une pure théorie des formes qui n'a pas du tout comme but de traiter des combinaisons de quantités ou de nombres. Cependant, la clarification pour la compréhension des concepts ne signifie pas leur simple traduction dans un langage formel, car comment s'assurer que la traduction est correcte si on ne comprend pas les concepts à traduire? Aussi, la rigueur logique est nécessaire, mais pas suffisante, contrairement à l'interprétation courante de certains philosophes. Par exemple, de ne pas seulement constater et contrôler qu'une preuve est logiquement concluante, mais de comprendre pourquoi elle l'est, est une clarification témoignant de la double vie du mathématicien et du philosophe, un travail qui s'effectue au cœur des deux disciplines. Ainsi, au XXe siècle, le lien historique entre philosophie et mathématiques redevient une exigence programmatique. En 1914, le livre Our Knowledge of the External World du philosophe anglais Bertrand Russell se clôt sur un appel à développer une philosophie scientifique. Je cite: la seule et unique condition requise pour assurer à la philosophie dans un avenir prochain une perfection surpassant tout ce qui était atteint jusqu'à par les philosophes est la création d'une école d'hommes ayant une formation scientifique et des intérêts philosophiques. En apparence, l'idée fait son chemin que le mathématicien qui cherche à comprendre, non seulement à utiliser sa discipline, devient philosophe, et le philosophe qui veut comprendre les concepts abstraits appliqués aux mathématiques sans être capable de les utiliser en cours à l'échec. Le mathématicien Henri Poincaré, étant un tel scientifique qui voulait comprendre, ayant des intérêts philosophiques, précise: comme l'esprit de finesse est nécessaire à tout le monde, on conclura que la culture littéraire est nécessaire aux savants. Seulement, on croit généralement qu'ils en ont besoin pour devenir des hommes et non pour devenir des savants. Et c'est là qu'on se trompe. Ça, c'est magnifique, cette citation, n'est-ce pas? Parce que dans les écoles d'ingénieurs en France, souvent, on fait comme les sciences humaines et sociales, on fait du golf ou des choses comme ça. Ainsi, l'inclusion des valeurs esthétiques ou éthiques de Poincaré met en question le modèle traditionnel de l'objectivité scientifique qui se caractérisait par l'acceptation des seules valeurs appelées alors épistémiques comme vérité, exactitude, cohérence, etc. Bien que Descartes se limite encore à ces valeurs épistémiques, il est intéressant de noter
qu'il mesure la certitude de sa preuve ontologique de l'existence de Dieu à l'aune de la certitude des mathématiques. La concordance résidant dans le fait que cette certitude s'obtient finalement dans les deux cas sans recourir à l'expérience, mais en se référant à l'intuition. Je n'ai pas le temps de critiquer l'intuition cartésienne. Je souhaite plutôt revenir à l'interférence entre philosophie et mathématiques dans le contexte de la compréhension d'une preuve. Mon hypothèse est que la clarification du concept de l'intuition, comme elle figure comme élément nécessaire en philosophie, voilà, j'avais oublié ça, comme élément nécessaire en philosophie, non pas pour une preuve de Dieu, mais pour comprendre une phrase quelconque, sert également à comprendre une preuve. Donc, une mise à garde à ce sujet. Même si l'on parvenait à préciser philosophiquement le concept d'intuition, unifié en philosophie et mathématiques, cela ne signifie pas pour autant fixer normativement l'intuition mathématique, de sorte qu'il résulterait éventuellement un révisionnisme des mathématiques classiques. Il faut prendre le risque, dont les fondamentalistes se méfient, que le progrès scientifique ne soit pas lié à sa compréhension, qui n'intervient souvent que plus tard. Maintenant, au chapitre 2, l'intuition mathématique et en philosophie. Je commence par considérer dans une brève digression historique la question du côté des mathématiques. A-t-on pu des symptômes pour distinguer, selon les termes de Descartes, les preuves évidentes ou convaincantes des déductions seulement rigoureuses? Il est bien connu que pour Emmanuel Kant, la connaissance mathématique est la connaissance rationnelle par la construction des concepts. Or, quand c'est un concept, c'est présenté dans la sensibilité a priori, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience, l'intuition qui lui correspond. Ainsi, la justification d'une proposition mathématique est fondée sur l'intuition et n'est pas purement conceptuelle ou logique. Or, la découverte des géométries non euclidiennes au XIXe siècle, dans lesquelles l'axiome des parallèles n'est pas valide, n'a pas été un grand problème pour les anciennes. Quoique de plus naturel pour les néo-kantiens que d'adopter une stratégie d'immunisation de la théorie kantienne en disant qu'il faut maintenant distinguer la construction intuitive des concepts qui conduisent à la validité des axiomes des parallèles de la construction logique de négation de l'axiome de parallèle. Dans le premier cas, un concept désigné des objets constructibles dans l'intuition et ainsi compréhensible selon Kant. Dans le second cas, les géométries parlent simplement de concepts sans exhiber d'objets dans l'espace-temps et donc sans connaissance. La question devient plus difficile lorsque, dès 1880, Henri Poincaré a appliqué une des géométries non euclidiennes, celle de Lobachevsky, pour trouver la solution d'une classe particulière d'équations différentielles de sorte, fonction fixenne, de sorte que cette géométrie non euclidienne n'est plus un simple jeu logique, mais utile au sein de l'édifice mathématique qui lui-même est utilisé pour nos moyens de description du monde physique. La théorie de l'immunisation est désormais un échec philosophique. Une métaphysique découplée de la science n'est tout simplement pas kantienne. Je vais mentionner deux réactions à cet échec. Dans la ligne de Bernard Bolzano et de Bertrand Russell, de nombreux mathématiciens du XIXe siècle prétendront que l'intuition a priori ne devait jouer aucun rôle dans la justification mathématique. Dans l'approche axiomatique de Hilbert, le double aspect de l'intuition a priori traditionnelle, qui concerne à la fois les axiomes et les inférences, est abandonné au niveau mathématique, à la fois les axiomes et les inférences. Au niveau mathématique en faveur d'une intuition perceptive des signes matériels. Donc, Hilbert abandonne l'intuition intellectuelle ou sensible traditionnelle en faveur d'une intuition perceptive des signes matériels.
Des axiomes deviennent maintenant des chaînes d'axiomes hypothétiques qui sont ni vrais ni fausses, et les inférences se limitent aux déductions logiques. La libre création des hypothèses exige néanmoins que l'on démontre la consistance dans la métamathématique. On a démontré cela de manière rigoureuse pour les axiomes arithmétiques, mais en utilisant une méta-induction exigeant une intuition a priori au niveau de la métamathématique. Pour Poincaré, ce n'est pas circulaire, mais philosophiquement pas satisfaisant. Pour Poincaré, la question d'une preuve non seulement logiquement correcte, mais évidente est toujours ouverte. Dans un livre Sciences et méthodes, il remarque: quand le logicien aura décomposé chaque démonstration en une foule d'opérations élémentaires, toutes correctes, il ne possédera pas encore la réalité tout entière. Et je ne sais quoi qui fait l'unité de la démonstration lui échappera complètement. Je ne sais quoi qui fait l'unité de la démonstration lui échappera complètement. Donc, cette unité de la démonstration, c'est ça qu'on cherche. Hein, c'est pas ça. En effet, la formalisation d'une preuve, c'est-à-dire d'une liste d'expressions dont les premières sont les prémices et la dernière la conclusion comme résultat d'application de règles logiques, reste ambiguë si elle possède un certain degré de complexité qui commence déjà avec l'usage du raisonnement par récurrence. Une des raisons en est que la relation entre logique et mathématique est floue. Dans un raisonnement où un nombre infini de prémices est essentiel, la logique du second ordre est nécessaire. Puisque la logique du premier ordre n'est pas décidable et celle du second ordre même pas complet, il est difficile de caractériser de manière absolue la logicité. La version contemporaine de cette notion, à savoir l'invariance par rapport à l'isomorphisme potentiel, l'isomorphisme potentiel, place la frontière entre la logique et les mathématiques ailleurs que dans la plupart des ouvrages actuels. Une grande partie de l'arithmétique ordinale sera désormais logique, tandis qu'une grande partie de la logique du second ordre restera en dehors. Ça, c'est une thèse de Denis Bouvet, le doctorant de Jacques de Bux. Bref, la formalisation d'une preuve complexe renvoie à une situation modale. On pourrait en principe formaliser la preuve ou trouver, s'il est conduit par une machine, un formalisme de contrôle à 100% fiable. Mais que veut dire en principe? Selon Poincaré, la compréhension des raisonnements mathématiques nécessite un recours à l'intuition qui est un substitut pour sa formalisation en principe. Je reviendrai. Or, à première vue, l'intuition est censée donner une vision de quelque chose, c'est-à-dire une manière de paraître qui fait autorité. Mais en mathématiques, dessiner une fonction contenue par une courbe ou affirmer l'axiome de compréhension, disons que tous les éléments ont une propriété en commun et forment un ensemble, est tout à fait intuitif, bien que le mathématicien n'ait aucune croyance vraie, ni dans le dessin d'une courbe, ni dans l'axiome de compréhension qui est en réalité contradictoire. La réponse la plus discutée aujourd'hui à la question de l'intuition mathématique n'est pas celle de Poincaré ou de l'intuitionnisme Brouwer, ou de l'intuitionniste Brouwer, mais celle du mathématicien, philosophe et ornithologue Pierre-Martin Löf. Il représente une forme originale d'intuition dans sa théorie constructive des types, appelée CTT, Constructive Type Theory, qui implique une position révisionniste par rapport aux mathématiques classiques. Il a doté les mathématiques d'une sémantique qui prend la forme de stipulations rigoureuses, non formalisées mathématiquement, appelées explications de sens, et qui établissent la signification de chaque jugement qui peut être porté dans le langage. En formulant un jugement, on indique que l'on sait comment effectuer une certaine tâche. Le jugement est correct
lorsqu'on sait exécuter cette tâche. En considérant les objets de la théorie comme des configurations de signes significatifs, et pas seulement des configurations de signes matériels et formels, nous les saisissons en comprenant la signification, c'est-à-dire en comprenant le langage dans lequel les objets sont constitués. Nous avons ainsi un accès intuitif aux objets mathématiques à travers le langage. Comprendre ce langage et saisir les objets sont une et seule et même chose. C'est parfait, mais la question se pose, existe-t-il un concept d'intuition en mathématiques qui évite un tel révisionnisme mathématique? Travaillant dans une tradition différente mais apparentée à celle de Martin Löf, c'est-à-dire dans le constructivisme dialogique de Kuno-Lorenz, je veux expliquer en détail la thèse générale que comprendre le langage, et non pas seulement le langage de la CTT, mais comprendre le langage et saisir les objets sont deux aspects différents d'une seule et même chose. Et en déduire un concept d'intuition utilisable en mathématiques sur n'importe quel niveau de réflexion. C'est ça. Pour cela, il est utile d'expliquer brièvement le débat actuel sur l'intuition en philosophie. Mais sur n'importe quel niveau, c'est ça qui est essentiel parce que, évidemment, le mathématicien dit qu'il a des intuitions à tous les niveaux et pas seulement au début. N'est-ce pas? C'est ça la critique que je fais de Parsons qui dit, oui, l'arithmétique n'est même pas jusqu'à l'induction complète, intuitif. Donc, il manque quelque chose dans son concept d'intuitivité, si c'est le cas. Donc, l'intuition en philosophie, l'origine de la controverse philosophique actuelle sur l'intuition est un bref article de 1963 du philosophe américain Edmund Getcher qui met en doute la définition classique et intuitive de la connaissance comme croyance vraie et justifiée. Pourquoi elle est vraie? L'argumentation de Getcher passe par l'expérience de pensée suivante. Tout le monde la connaît, mais je ne suis pas sûr. Je passe dans un champ et je vois 3 agneaux. Je dis qu'il y a 3 agneaux dans le champ. C'est une croyance justifiée par ma perception et un comptage effectué par plusieurs personnes confirme sa véracité. Il s'agit donc d'une connaissance dans la tradition platonicienne. Mais il s'avère plus tard que l'un des 3 agneaux que j'ai vus était en fait un chien blanc et que le 3e agneau était caché derrière une étable. Ainsi, bien que justifié et vrai, ma croyance ne semble pas correspondre à notre intuition de ce qui est une connaissance. Toute tentative de préciser le terme justification ou de modifier la définition de connaissance afin d'obtenir un résultat confirmant notre intuition par rapport à des cas particuliers de connaissance ont posé d'autres difficultés. Ainsi, les philosophes ont commencé à se demander quelles réactions intuitives méritent la confiance et lesquelles devaient être rejetées plutôt qu'accommodées. En gros, 2 camps s'opposent sur cette question. Pour les uns, appelés naturalistes, l'intuition n'est rien d'autre que le point de départ qui constitue un horizon préalable reposant sur une bonne foi. Une telle intuition n'est ni immédiate, ni certaine, ni a priori. Pour les autres, appelés antinaturalistes, l'intuition a un caractère véritablement cognitif, bien qu'elle ne soit pas une connaissance, évidemment, mais qu'elle serve en tant que donnée a priori de la raison de base essentiellement non empirique à la justification. C'est-à-dire qu'il reste quelque chose dans la connaissance, un élément qu'on peut appeler intuition. Chaque camp accuse l'autre de confusion catégorielle dans son rapport à l'intuition. Il est intéressant de noter que cette querelle trouvait déjà un écho en mathématiques 60 ans plus tôt. Dans sa conception de la preuve mathématique, Poincaré souligne que l'intuition intellectuelle a priori est un élément important de la compréhension d'une preuve mathématique, alors que la méthode axiomatique formelle de Hilbert n'exige que l'intuition combinatoire empirique,
Zeichenanschauung pour obtenir la rigueur logique. Si l'on dit que Poincaré est antinaturaliste, il pourrait reprocher à Hilbert le fait que la qu'utilisation de preuves mathématiques dans un formalisme logique ne change pas la nécessité que la compréhension de sa justification possède un caractère modal. D'un autre côté, Hilbert pourrait reprocher à Poincaré de dissimuler avec son concept d'intuition intellectuelle un psychologisme subjectif. Pour défendre une fonction cognitive de l'intuition, le problème ouvert pour le philosophe est d'utiliser un concept d'intuition qui, dans un équilibre réflexif, correspond au système nécessaire qu'on attend de lui. Être une source fondamentale de l'évidence, être sujette à correction, être différente de la croyance, hein, l'axiome de compréhension intuitive, même si on ne croit pas, être différent de la perception, n'être ni illuminatif, ni introspectif, ni transcendantal. Donc, je veux maintenant essayer de vous présenter une telle intuition. Comme chapitre 3, l'intuition épistémique comme lien entre mathématiques et philosophie. Donc, je présente une solution qui s'oriente à ces exigences. Pour les capter, la bonne question est moins qu'est-ce que l'intuition que quand y a-t-il l'intuition? C'est vraiment la question goutmanienne. C'est-à-dire de ne pas se demander ce qu'elle est, mais ce qu'elle fait, l'intuition. Je rappelle encore une fois l'idée centrale de ma construction. L'intuition cherchée pour comprendre une preuve mathématiquement correcte est identique à celle qui est nécessaire pour l'affirmation de la fiabilité d'une assertion élémentaire. Donc, je dis, si vous voulez comprendre une assertion élémentaire, il faut de l'intuition, et cette intuition exactement est utilisée en mathématiques à tous les niveaux. Peut-être vous dites, mais oui, mais c'est évident. Mais justement, la difficulté de caractériser cette intuition, et c'est qu'il faut montrer qu'elle correspond à ces 5 symptômes. Donc, pour répondre à la question, l'assertion P est-elle fiable? Je propose de déterminer le sens de l'assertion dans un dialogue de questions et de réponses. L'assertion P est-elle fiable? Demande cette question par Pascal Anchel, dans une discussion, j'avais eu l'idée de ça. Ce processus argumentatif se termine dans un dialogue par une interaction condensée. Mais que signifie une interaction condensée? Prenons l'exemple de l'assertion Socrate est sage. Les questions et réponses dans le dialogue se référant alors au prédicat sagesse de Socrate, pour lequel les interlocuteurs proposent des symptômes comme l'argumentation puissante de Socrate, son humilité, son comportement vertueux, sa fermeté, etc., etc. Ces symptômes sont proposés par les interlocuteurs et peuvent fortement varier d'une personne à l'autre. Elles sont toutes soumises et critiquées dans le dialogue. En principe, les mouvements du dialogue sont en nombre indéfini. La raison en est la suivante. La fonction de communicabilité d'un signe-action comprend toujours une composante incommunicable. Ce qui est communiqué n'est jamais précisément ce qui est réellement communiqué. Il y a toujours une signification qui échappe au signe utilisé pour communiquer. En principe. Pour cette raison, il faut finalement prendre la décision spontanée d'interrompre le dialogue lorsque les différences entre les interlocuteurs se sont stabilisées. Et cette décision exige une norme à la fois esthétique et cognitive que j'appelle intuition épistémique qui conduit à une interaction condensée.
C'est-à-dire, normalement, le dialogue est indéfini, mais à un moment donné, on dit, mais maintenant, on est assez proche, là, il faut avoir la bonne intuition pour stopper le dialogue. En paraphrasant le philosophe américain Nelson Goodman, nous pouvons dire que l'immédiateté de l'intuition devient une question d'interdépendance plutôt qu'une question d'intimité. Donc maintenant, c'est une question d'interdépendance que d'intimité. Le passage dynamique à l'interaction condensée correspond à l'exemplification de Goodman, posséder une interprétation esthétique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'exemplification? L'exemplification, ce Goodman, se distingue de la dénotation par sa direction. On dit que la dénotation va du général au singulier, auquel ce général peut s'appliquer, dans le prédicat, rouge dénote plusieurs objets rouges. L'exemplification en tant qu'instrument d'expression va du singulier au général. C'est-à-dire, je montre une étoffe et je veux montrer la qualité de l'étoffe ou je veux montrer peut-être la couleur. Ça, c'est pas sûr, justement. C'est ça. Ça peut montrer quelque chose, ça montre des possibilités sans pouvoir dire quelle possibilité est montrée exactement. Le singulier illustre en général qui s'applique à lui possède les propriétés littéralement ou métaphoriquement que le général dénote. Dans notre cas, différents symptômes de sagesse de Socrate exemplifient la sagesse de Socrate, un prédicat d'ordre supérieur. Or, il est évident que c'est un prédicat d'ordre supérieur parce qu'il est obtenu par des schèmes, des types de schémas et un nœud de différents schèmes. Hein, comme on a dit, de dire là, il est humilité, il est très, très intelligent, et ça, tout ça, il faut se mettre d'accord et ensuite on fait le nœud de tout ça et ça donne ce qu'on appelle le concept de Socrate. Or, il est évident que ce qui est admis comme type de sagesse peut changer avec le temps, bien qu'il soit assez robuste. Donc, l'incomplétude de l'objet abstrait sagesse n'est pas seulement épistémique, mais fonctionnelle, tout comme les objets abstraits en mathématiques. Ainsi, un nombre complexe A plus IB n'est pas tant quelque chose dont il faut obtenir une représentation, mais plutôt une astuce qui permet de résoudre un certain type d'équation. Finalement, la fixation dialogique du sens du concept sagesse de Socrate permet de décider la vérité de l'assertion Socrate est sage. Je retourne aux mathématiques. C'est la conception opératoire de l'intuition épistémique que je viens d'expliquer un petit peu, qui, par de multiples applications mathématiques, raccorde l'activité mathématique à une forme de compréhension intersubjective aussi nécessaire pour comprendre une assertion. Elle trouve entre autres sa confirmation dans ce quelque chose d'indéfinissable que Poincaré postule pour ne pas être seulement convaincu qu'une preuve est vraie, mais pour comprendre pourquoi elle est vraie. Dans La valeur de la science, Poincaré explique. Le logicien décompose, pour ainsi dire, chaque démonstration en un très grand nombre d'opérations élémentaires. Quand on aura examiné ces opérations les uns après les autres et qu'on aura constaté que chacune d'elles est correcte, croit-on qu'on a compris le véritable sens de la démonstration? L'aura-t-on compris même quand, par un effort de mémoire, on sera devenu capable de répéter cette démonstration en reproduisant toutes ces opérations élémentaires dans l'ordre même où les avait rangées l'inventeur? Évidemment non. Nous ne possédons pas encore la réalité tout entière. Ce je ne sais quoi qui fait l'unité de la démonstration nous échappera complètement. L'analyse pure met à notre disposition une foule de procédés
dont elle nous garantit l'infaillibilité. Mais de tous ces chemins, quel est celui qui nous mènera le plus promptement au but? Il nous faut une faculté qui nous fasse voir le but de loin. Et cette faculté, c'est l'intuition. Bien que la rigueur d'une preuve soit d'autant plus grande que ses lacunes sont faibles et qu'une preuve sans lacunes soit explicite et puisse être vérifiée étape par étape, une telle vérification suffit pour comprendre qu'une preuve est correcte, mais ne suffit pas encore pour comprendre pourquoi elle est correcte. Cela nécessite une intuition esthétique. Poincaré, toujours sur ses méthodes, on peut s'étonner de voir invoquer la sensibilité à propos de démonstrations mathématiques. Ce sera oublier le sentiment de la beauté mathématique. C'est un vrai sentiment esthétique que tous les vrais mathématiciens connaissent. Bon, c'est un petit peu, quand même, là, on voit, c'est encore traditionnel, mais quand même, pour l'esthétique, mais quand même, il dit qu'il faut ce sentiment esthétique que je caractérise par l'intuition. Les bonnes preuves caractérisent l'espace frontalier entre la logique et l'esthétique. Les lignes que j'ai tracées ici s'inspirent des recherches de Nelson Goodman sur le fonctionnement de l'esthétique et que la doctorante Caroline Julia a magistralement interprété dans un ouvrage Esthétique et mathématiques, une exploration goodmanienne. Bien que Goodman transpose le problème esthétique dans le langage de l'art, les émotions et les évaluations ne sont pas exclues, mais il crée un nouveau lien entre cognition et émotion. Les critiques demandent souvent, mais Goodman ne rejette-t-il pas tout ce qui est vraiment important en esthétique, tout ce qu'on appelle le plaisir et la valeur? Sa réponse est la suivante, qui est donnée au concret en 1997, elle a reçu le docteur honoris causa de notre université. Mon intuition est précisément de décrire les considérations générales sur lesquelles repose ce plaisir et cette valeur. Le plaisir est subordonné à la cognition dans le sens où il ne s'agit pas de comprendre à travers la prise en compte de propriétés spécifiques, mais à travers l'utilisation spécifique d'un système symbolique. Dans la littérature, les preuves schématiques au sens ordinaire, la pensée visuelle en géométrie sont souvent utilisées pour exemple de preuves esthétiques, car elles utilisent des propriétés auxquelles on attribue une valeur esthétique. Cependant, dans ces études, surtout un diagramme, tout ça, c'est ce qui est très moderne maintenant, l'accent est même mis sur la question des présupposés nécessaires pour attribuer une valeur ou une fonction esthétique aux propriétés que sur la question de leur force probante. On se demande, mais une preuve diagrammatique en géométrie est-elle vraiment correcte ou est-elle concluante ou est-ce qu'elle n'est pas concluante? En revanche, le problème en analyse et en algèbre, pris en compte ici, est exactement l'inverse. Ce n'est pas la force probante qui est en question, mais le caractère compréhensif. En fait, j'ai étudié des preuves en théorie des nombres et en topologie qui deviennent plus compréhensibles en utilisant l'intuition épistémique. Je termine en vous donnant deux exemples élémentaires dont le premier concerne le sens d'une règle. Comment continue la série 1, 4, 9, 16? 1, 4, 9, 16. Vous dites, ah mais bien sûr, 2 fois 2, c'est 4, 3 fois 3, 9, 4 fois 4, 16, donc pas 5 fois 5, 25. Mais je réponds non, pas 27. Pourquoi? Ah mais on ajoute chaque fois un nombre prime. 1, 1 plus 3 est 4. 4, j'ajoute le prochain nombre prime après 5, c'est 5, donc 4 plus 5, c'est 9. Ensuite, j'ajoute le prochain prime, après 5, c'est 7, donc 9 et 7, c'est 16. Et ensuite, le prochain prime, après 9, après 7, c'est 11, et 16 plus 11, c'est 27. Donc,
ce n'est que l'interaction condensée de mouvements dialogiques qu'on discute, qu'on va aller plus loin, qui peut exemplifier le sens de la règle. Donc, il faut aller assez loin pour savoir finalement, et puis quelqu'un dit qu'on n'arrive jamais. Mais, mais je crois qu'il est trop de principe. Un exemple moins trivial se trouve dans le volume 1 des Grundlagen der Mathematik de Hilbert et Bernays. Il concerne l'induction complète. Basée sur la construction de l'itération arithmétique, cette itération est l'expression la plus connue d'une tradition qui, reprise par Wittgenstein, est une version d'une idée qui remonte au montant de Poincaré. Tout en utilisant le concept kantien de conscience d'une répétition successive, Poincaré transforme l'intuition sensible kantienne, sensible chez Kant, ça veut dire passif, en une intuition intellectuelle. Et ça, c'est le point de départ d'une interprétation de Hilbert et Bernays qui, eux, ont transformé l'intuition intellectuelle de Poincaré en une intuition perceptive concernant la configuration particulière d'un processus d'itération. 1, 2, 3, 4. Or, ce savoir capable d'une répétition successive équivaut à pouvoir passer d'une répétition successive concrète à une itération indéfinie. C'est des petits points. Ce qui peut être aussi exprimé par le diagramme suivant. Nous pouvons construire 1, P, si j'ai construit N, nous avons construit N, je peux construire N1. Ce qui est suggéré par l'expérience de pouvoir ajouter 1 à 1. C'est-à-dire 1 à 1, ça fait 2, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc l'expérience le confirme, sans utiliser le paramètre schématique N. N'est-ce pas? Parce que là, vous voyez, dans A et B, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un paramètre spécial, c'est un eigenvariable, je ne sais pas comment on dit le mot en français, un variable propre, c'est-à-dire il y a seulement des valeurs de n de ce qu'on a déjà construit. Mais, parce que si vous lisez, donc il faut un métaniveau. Regardez, si vous lisez ça au niveau d'objet, vous mettez, je mets à n je mets à n un trait 1, mais pas que c'est, il faut comprendre que c'est métacompréhension. Il faut comprendre en méta-niveau que le n est une variable. Le modèle S donc, confirme l'expérience sans être lui-même expérimental. C'est-à-dire cette faculté de comprendre la variable n'est pas une faculté expérimentale. Nous avons ici une différence entre une répétition empirique et une répétition schématique qui est suggérée par les répétitions empiriques qui sont des instantiations de S. Donc, c'est, comme Poincaré dit, suggéré par l'expérience, mais ce n'est pas expérimental. Maintenant, selon Hilbert et Bernays, la méthode de preuve de l'induction complète est obtenue à partir de la construction de l'itération. Comment imaginer cette étape supplémentaire? En fait, il faut C, la clause finale. Nous pouvons obtenir tous les nombres entiers naturels en appliquant le schéma S. Selon Poincaré, la clause C ne découle pas analytiquement des clauses A et B. Mais évidemment, ce n'est pas seulement ce Poincaré, ce n'est pas le cas, mais seulement le résultat d'une réflexion non logique sur la construction S. Pour affranchir l'abîme entre A, B et C, nous avons besoin d'intuition épistémique pour une interaction condensée. Nous sommes donc revenus à ce qu'on appelle une définition récursive de nombres naturels. On montre que, donc, ensuite que cette définition implique l'induction complète. C'est pas, pas du tout trivial, c'est seulement Clini dans les années 70 qui a fait ça. Selon Poincaré, encore une fois,
pour franchir l'abîme entre A, B et C, nous avons besoin d'intuition épistémique pour une intuition constructive. Voilà. En fait, la fermeture C du schéma S' n'est pas créée. Donc, le S', c'est la formule avec la définition récursive, donc avec la clause finale. La fermeture, donc l'adoption du schéma S' n'est pas créée, mais seulement présentée par une répétition indéfinie se rapportant à différents niveaux. Le schéma consiste d'abord en une vue d'ensemble de la réalisation potentielle au niveau des objets et ensuite une vue d'ensemble au sens d'une totalité actuelle de réalisation potentielle. Et ce type de capacité intuitive permet à Poincaré d'affirmer que le raisonnement par récurrence est l'expression d'une construction infinie condensée, pour ainsi dire, en une seule formule. Évidemment, n'est-ce pas, il s'agit là d'une exemplification parce que pour exclure le modèle non standard, il faut aller loin. C'est pas évident et il faut cette en fait, dans la Peirce, il dirait indexation de l'icône. L'icône, ça montre des possibilités et l'index dit je stop. Et cette capacité de passer de l'icône à l'index, ça s'appelle l'intuition épistémique. Je viens à ma conclusion. Outre les influences méthodiques des mathématiques sur la philosophie et l'explication des concepts mathématiques fondamentaux par la philosophie, l'intuition épistémique est un autre symptôme de la relation profonde entre philosophie et mathématiques, indispensable pour la compréhension dans les deux disciplines pour lesquelles l'analyse sémiotique du système langagier utilisé est essentielle, puisqu'il n'a pas un domaine d'objet bien défini. Si mon interprétation se rapproche à l'injonction de Poincaré qui dit le mathématicien doit travailler en artiste, le logicien Gottlob Frege a trouvé une autre formule générale pour fixer la relation entre Philosophie et Mathematik. Ein Philosoph, der keine Beziehung zur Geometrie hat, ist nur ein halber Philosoph. Und ein Mathematiker, der keine philosophische Ader hat, ist nur un halber mathématique. Donc, un philosophe qui n'a aucun rapport avec la géométrie n'est qu'un demi-philosophe, et un mathématicien qui n'a aucune fibre philosophique n'est qu'un demi-mathématicien. Contrairement au scientisme qui opère une séparation stricte entre sciences humaines et sciences de la nature, séparation institutionnalisée par les académies de l'Institut de France, il nous faut une perspective plus inclusive et cette séparation transformée dans une interdépendance. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Gerhard, pour cette conférence très intéressante qui met sur le tapis des questions un peu de recherche et de débat aussi, hein, c'est pas. Donc, merci d'avoir exposé avec nous, partagé avec nous votre recherche et votre point de vue. Et bien sûr, nous allons ouvrir un peu le débat avec toi, avec vous, la discussion avec tous les participants. Et puis, aussi, peut-être ça va, enfin les questions vont porter sur quelques demandes de mise au clair, de quelques points, et puis peut-être puisque étant donné nous avons des gens qui travaillent dans ce domaine, qu'ils ont peut-être un autre regard sur l'intuitionnisme en J'espère, mathématiques. j'espère. Donc, J'espère. Paul Valéry disait, je pense comme on se heurte. On pense comme on ouais, se heurte, donc c'est bien. absolument. Ouais. Alors, voilà, donc je donne la parole à la salle s'il y a des questions à poser et pour ouvrir un peu les questions et essayer aussi d'aller un petit peu, d'approfondir les points qui ont été soulevés dans cette conférence. Alors, s'il y a des questions,
Alors, oui, alors Monsieur Laurent Mazliac, Euh, je vous en prie. oui, je veux bien commencer. J'ai une question, enfin deux questions en une, un peu naïve. Je voudrais savoir si quel rapport tu fais entre l'intuitionnisme, l'intuition comme tu l'as mentionné, et ce que, ce que Dubois-Reymond dit de la nécessité de la modélisation, d'avoir un modèle d'un objet mathématique, contrairement à, enfin, en opposition avec simplement la consistance logique proposée par Cantor. Et puis la deuxième chose, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que tu vois un lien entre l'intuition, comme tu viens d'en parler, et l'idénéisme de Gonset, où est-ce que ça peut intervenir? Ah ben, Je- j'ai fait une thèse sur Ferdinand Concept, n'est-ce pas? Je viens justement de cette tradition. En effet, je fais un lien entre les deux. Et je suis passé de Concept euh, à Poincaré parce que Concept, il, il a il a pris, il a connu surtout discuter Dingla. Et Dingla, il vient de Poincaré avec ses manières de frotter les objets pour avoir une droite, etc. Et évidemment, maintenant, l'intuition de Poincaré, c'est cette... euh, il dit que l'intuition est là où il y a plus de demande possible de justification. Et c'est ça qui est, et c'est ça qui est un trait de l'intuition. Au même niveau, on ne peut plus demander la justification. Et ça, c'est une insight euh, juste qui est, qui montre qu'il faut aller au niveau des icônes, n'est-ce pas, au niveau de l'action. Parce que au niveau de l'action, je ne peux pas demander euh, je peux demander pourquoi j'ai actionné ça pour un but, mais pas demander la justification au niveau de l'action. Et c'est pas ça, c'est en effet comme l'esprit disons, l'environnement qu'on se tienne absolument. La première question est très intéressante. C'est Michael Friedman, pas le connu de Stanford, mais autre, le plus jeune, euh, qui est justement a- a discuté cette modélisation de quoi Raymond, tu parles Raymond? Dubois-Reymond. Ouais. Voilà. Et, euh, et ça, c'est intéressant. En effet, c'est une intuition qui, elle est directement liée, elle, à concept. Ça, c'est le modèle d'explication. Le modèle d'explication de concept. Et ça, modèle d'explication, ça veut dire qu'on est euh, on est à un niveau, à un méta-niveau qu'on veut que la justification est évidemment un méta-niveau par rapport au niveau de la construction. Donc, c'est, je crois qu'on peut dire que ma proposition est une modélisation de l'intuition. Ça aussi, c'est une modélisation, pas dans un modèle, disons, de modèle physique, mais une expérience de pensée.
Donc, mais ça, c'est très, très intéressant du bois Raymond. Voilà. Ouais. Et pas, c'est pas encore, je ne sais pas si c'est traduit en français d'ailleurs, bien que c'est évidemment, c'est un. La théorie des fonctions est traduite, Oui, la mais, théorie, mais des mais articles, je crois qu'ils ne sont pas je sais pas. traduits. Ouais, ouais, ouais. Alors, merci beaucoup pour votre question et pour la réponse. Donc, vous présentez une version de l'intuitionnisme en mathématiques. Si on fait un peu de revue de littérature, c'est-à-dire si on regarde un peu ceux qui ont travaillé autrement sur l'intuitionnisme, par exemple comme Michael Dammett, Oui, comment vous, est-ce qu'il y a, comment vous vous démarquez de son approche, comment vous mettez un peu de façon un peu de façon à distinguer cette notion d'intuition épistémique. Et en plus, cette référence à Peirce, bon, c'est vrai que Peirce est un mathématicien avant tout, il oui, oui, philosophe oui, par oui. rapport à ça, et que vous avez peut-être réajusté les choses, c'est-à-dire mis les choses dans l'ordre naturel, en alliant sémiotique et mathématiques, philosophie, bien sûr. Mais cette idée, de définir l'intuition épistémique comme, comme vous dites, une indexication de l'icône et Oui, comme le oui. fait de passer ce mouvement. Alors, je sais pas, dans le langage, dans l'esprit, vous dites langage, pas tout à fait, hein, parce que vous êtes un Non, peu. non, non, mais justement, Oui, oui. mais Bon. j'appelle le langage, pas le langage déjà tout fait, mais le langage de signes, n'est-ce pas? Et c'est ça, évidemment, ma distinction avec Tamat, qui est au niveau sémantique. Mais chaque, depuis que c'est pourra beaucoup mieux parler de Tamat et de l'intuition là-dessus que moi, je suis un petit peu lâché né, mais euh, euh, je, Parce que vraiment, Damet la lie immédiatement l'intuition, mon intuitionnisme, mon éthique, à l'assertabilité, au langage. Donc, et puis, oui, mais bien bien sûr, sûr, il y a mais évidemment, il est, il est dans cette tradition disons, de hating plutôt. Hein, et moi, je suis dans la tradition de Brouwer sans adopter le platonisme de Brouwer, parce que Brouwer, il est évidemment platoniste par rapport à ça. C'est toujours, c'est Göran Sundholm qui dit toujours ça, mais je crois qu'il a raison. Platoniste par rapport à l'idée de l'intuition, n'est-ce pas? C'est de l'esprit, je le vois et voilà. Je veux mettre entre les deux. Je suis exactement entre les deux. C'est ni, ni l'intuitionnisme ne peut pas au niveau langagier symbolique, mais doit être cerné au niveau sémiotique. Ni comme dit Brabant, comme une action d'esprit, ni comme dans, dans un formalisme, syntaxique ou sémantique, mais dans une sémiotique. C'est ça la différence. Bien que bon, évidemment, c'est un maître, c'est un maître, je dois vous dire, s'il y a un philosophe que, que j'adore sans limite, aussi humainement et dans ses actions, c'est Michael Dammett. Et nous l'avons encore vu au dernier colloque qui était à Cirici, plusieurs d'entre vous étaient là présents. Euh, c'est- Ouais. Euh, oui, et je pense aussi l'élément le plus remarqué de votre conférence, c'est le dialogique. Je pense un peu le philosophique Oui, oui, trouve un peu son éclat, enfin, c'est-à-dire, et c'est très intéressant comment vous allez introduire le dialogique dans les mathématiques. Hein. Vous construisez tout votre intuitionnisme par rapport à ça. Enfin, veut dire, hein, vous fondez philosophiquement l'intuitionnisme par rapport à cette, comment dire, à cette lecture, cette interprétation toujours dialogique des activités du mathématicien qui finalement donne sens par-delà un simple travail sur les signes matériels
et vous transformez complètement l'intuition. L'intuition, et c'est vrai que l'intuition, c'est vraiment, et ce soir, plus que jamais, c'est un concept un peu équivoque. C'est-à-dire chacun peut-être le prend selon la construction qu'il envisage et selon l'hypothèse de travail qu'il déploie. Oui, oui. Et ce soir, nous avons avec nous, moi, la première fois j'ai entendu parler d'Hilbert, c'était à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, Le Four. C'était Jacques Dubux. C'était, donc, et depuis, j'ai identifié formalisme et Jacques Dubux. Alors, je ne sais pas si, parce que votre conférence, c'est un peu, je dis pas une guerre déclarée aux formalistes, mais peut-être c'est une argumentation qui est aux antipodes de... Oui, 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 oui. Mais bon, alors il faut d'abord dire, est-ce que Hilbert était formaliste? Oui et non. Il n'était pas formaliste dans les métiers mathématiques, hein. Il voulait, donc, il était bien conscient. Et, mais je dis, j'ai rien contre le formalisme et la axiomatisation, mais je crois là que Bourbaki était plus honnête, parce que il disait, bon, il faut, les structures sont hypothético-déductives, c'est inutile de vouloir chercher d'aller jusqu'au bout du formalisme et de vouloir chercher une démonstration de non-contradiction. Et en fait, évidemment, c'est un des grands problèmes, c'est pas fait pour l'analyse, hein. Et qu'est-ce qui se passe avec la théorie des ensembles? Donc, on ne parle pas. C'est-à-dire, euh, c'est pas tout. Et le, les structures, le formalisme, c'est bien pour trouver des analogies en mathématiques pour découvrir, pour pas faire des fautes logiques, mais ça ne suffit pas pour la compréhension. Et moi, en tant que philosophe, je suis intéressé en mathématiques pour la compréhension. Qu'est-ce qu'il faut pour comprendre les mathématiques? Pour faire les mathématiques, ça bon, c'est une chose, mais pour comprendre, c'est autre chose. Et ça, c'est les grands mathématiciens qui sont compris, mais, euh, mais pas tout. C'est ce choix Russell qui disait, le mathématicien, il ne sait pas ce qu'il fait. Il voulait dire, évidemment, il ne comprend pas. Il sait très bien ce qu'il fait. Et c'est une preuve est correcte ou pas correcte, ça, ils sont de la communauté. Bon, mais ça, c'est une question. Je ne veux pas le poser sur la question sociologique. C'est la théorie de l'information. Oui, c'était, sans parler bien sûr, il y a le dialogique, sans parler du côté esthétique. La référence à Nelson Goodman, Oui. c'est vraiment très intéressant. Euh, Je crois donc, qu'il est négligé, oui, Goodman. alors, il y a François Igor, je crois. François Igor. Merci, Il a- merci. Alors, merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez fait référence à Wittgenstein Oui. plusieurs fois. Oui. Et pour Wittgenstein, suivre la règle et les mathématiques sont un paradigme ne signifie pas recourir à l'intuition. Non, exactement. Voilà, Exactement. c'est-à-dire, est-ce que c'est compatible votre position avec le dernier Wittgenstein? Non, 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 c'est pas, n'est-ce pas? Moi, je suis né dans l'atmosphère de la philosophie de Wittgenstein, mais j'ai jamais interprété Wittgenstein. Je suis pas un historien de la philosophie qui interprète Wittgenstein. Je prends certaines thèses de ça. Je fais comme je conçois la philosophie, mais non, je dirais là pour l'intuition, aussi pour ces résultats de Gödel et tout ça, bon. Maintenant, on essaye de justifier, mais je crois qu'il est allé trop loin là. Parce, Et parce merci. que je veux faire les mathématiques.
et je veux comprendre les mathématiques et pas seulement les débuts des mathématiques. C'est ça le Ok, problème. merci C'est ça beaucoup. le problème, hein. Oui, Monsieur Jacques Dubux. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Gérard, pour cette conférence. Je veux juste faire une remarque sur ton interprétation de l'intuitionnisme et une question qui a été soulevée par Hamdi, qui est le rapport avec l'interprétation de Michael Dammett. Euh, le genre de concept d'intuition que tu proposes, euh, c'est un concept qui est absolument, contrairement, me semble-t-il, mais je peux me tromper sur ce point, à ce que tu as suggéré à certains moments, un concept qui est très différent du concept de Brouwer. Pour Brouwer, euh, ça réfère à des constructions mentales qui sont strictement individuelles. Ouais, exact. Le langage pour Brouwer était quelque chose d'absolument négligeable. Mhm. Et il parle à un moment euh, Absolument. de la possible incommunicabilité. Mhm. Mhm. Il dit qu'en fait, quand nous croyons communiquer, très souvent nous sommes dans le malentendu parce que les entités linguistiques sont ce qu'il appelle begriffliche Begleitungen, des accompagnements. Hein. Mhm. Par contre, quelque chose qui en effet est assez saisissant, c'est que Michael Dammett est arrivé à des conclusions logiques, disons, révisionnistes de type similaire à celle de Brouwer, sur de bases tout autres, sur la base de la publicité de la signification. Mhm. Et il me semble que moi, je suis plein de sympathie, non seulement pour toi, mais pour les thèses que tu as défendues. Ce qui m'a semblé, c'est que tu sortais de l'éternelle ambiguïté entre l'intuition d'errer et l'intuition d'édicto, entre le point de savoir si on a l'appréhension intuitive des entités mathématiques, d'entités mathématiques transcendantes, versus l'intuition d'édicto qui nous donnerait un jugement apodictique sur la valeur de vérité des propositions auxquelles nous réfléchissons, et que tu t'orientes vers une troisième catégorie qui est mixte entre l'objectif et le subjectif, qui est l'intersubjectif. Ça, je crois Ouais, que exactement. c'est un mouvement absolument important pour les mathématiques, pour la logique, pour la philosophie des mathématiques, le fait que la bonne catégorie, c'est l'intersubjectivité. Hein, c'est-à-dire Exactement, c'est ça. l'accord, à cet égard, ce qu'a fait Michael Dammett sur fonder la philosophie intuitionniste sur la publicité des significations est vraiment un mouvement. Alors, j'avais juste, je ne veux pas être trop bavard, mais une question sur un tout petit peu plus technique sur un point que tu as évoqué quand tu parlais de l'induction, etc., etc., qui est la question du modèle standard de l'arithmétique versus le modèle non standard. Hein. Je rappelle juste, enfin, bon, le modèle standard, c'est 0, 2, 3, 4. Le modèle non standard, c'est 0, 2, 3, 4, mais après oméga, on recommence. Hein. Et, et il me semble que tu as dit que la différence entre les deux, la préférence épistémique qu'on peut avoir pour le modèle standard, c'est le fait qu'il est plus intuitif. Euh, il n'est pas évident qu'on doit s'arrêter là. Tu peux avoir des arguments, par exemple, en faveur du modèle standard pour dire que la vraie arithmétique, c'était l'opinion de Gödel, hein, il y a une vraie arithmétique qui est l'arithmétique du modèle standard, et puis une autre qui est une construction purement conceptuelle. Que la vraie arithmétique, en fait, le modèle standard a des avantages qu'on peut parfaitement objectiver sur le modèle non standard, et en particulier le fait que le modèle standard, l'arithmétique standard, est la seule dans laquelle nos opérations cognitives, disons élémentaires, sont calculables. Hein, c'est l'argument qui est tiré de ce que, du Oui, théorème de Tenenbaum, et il y avait la thèse là-dessus de Paola Buchholz. Donc voilà, il y a peut-être des arguments autres que l'intuition pour préférer le modèle standard ça c'est vrai. au modèle déviant. Voilà, c'est juste
une remarque que je veux faire. Et après, je serais friand de la phrase de Frege que je ne connaissais pas du tout, qu'un mathématicien qui n'est pas philosophe n'est qu'à moitié mathématicien. J'adore ça. Je ne connaissais pas la référence. Je serais heureux qu'il nous l'indique. C'est dans les Nachgelassenschriften, c'est tout à la fin de sa vie, hein. C'est Mhm. quand il est retourné à la géométrie. D'accord. Voilà, c'est tout à la fin. Mais je peux te donner, OK. pas maintenant la page, mais je peux te donner. Mais c'est absolument vrai ce que tu dis. Ça, c'est qu'il y a d'autres critères qui sont peut-être parfois plus parlants aux mathématiciens que l'intuition. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est un il n'y a pas comme il y a un pluralisme logique, c'est-à-dire, euh, il ne faut pas traiter tous les problèmes de la même manière. Je dis pas que tout, il faut tout, mettons, réduire ou expliquer par l'intuition. Je dis quelquefois, l'intuition peut être contribuer à la compréhension. Mais l'intuition, il faut définir ce que c'est. Et je ne veux pas dire simplement l'intuition, que c'est l'intuition sans dire ce que c'est. Mhm. C'est ça, mais je ne dis pas que maintenant c'est un moyen pour traiter toute toute la compréhension mathématique. Loin de ça. Ça marche pas. Ça marche pas toujours. Je viens là juste d'un colloque où on traitait pour Baki, par exemple, qui discutait longuement s'il traite des structures, parle de structures uniformes ou des filtres et ultrafiltres. Donc, les deux sont des moyens pour avoir une limite. Et, et- et ça, évidemment, je veux montrer là que les filtres sont juste une exemplification d'une structure uniforme. Mais je ne l'ai pas fait. Mais et je ne sais pas si ça marche, mais de toute façon, les mathématiciens discutent souvent sur le langage et sur des avantages et des désavantages. Et il faut aller, c'est ce que je dois dire, il faut aller dans les mathématiques pour savoir quel est le bon moyen. Il n'y a pas un moyen, je crois, un moyen uniforme que dit la compréhension mathématique, c'est ça. Non. Non. Si on parle d'intuition, je préfère la mienne et on peut faire quelque chose, mais on ne peut pas tout faire. Et tu as tout à fait raison avec cette remarque pour le modèle non standard. Et tu as absolument bien compris ce que je voulais dire. C'est l'intersubjectivité d'une manière non transcendantale, hein. Contrairement à Husserl, contrairement à ça, c'est par le dialogue. C'est ça, d'avoir l'intersubjectivité non transcendantale. OK, merci beaucoup. Le dialogue. Merci, merci. Alors, Anne-François Schmitt, je t'en prie. Oui, merci Gerhard. Ta conférence m'a fait extrêmement plaisir. Je dois dire que ton concept d'interaction condensée me paraît tout à fait fondamental et que la question de l'émotion esthétique est, est très importante. Moi, je traite les concepts comme des vécus. Ça ne veut pas dire qu'ils m'appartiennent, mais c'est que chacun peut comment dire, ah, avoir une certaine relation au concept tel qu'ils le vivent. Mhm. Euh, Moi, j'ai travaillé Poincaré au fond avec l'aide du mathématicien Georges de Rame. Ça doit te dire quelque chose. Non, non. C'est un mathématicien suisse Mhm. qui était un disciple de Poincaré et qui a Ah. continué la topologie algébrique de Poincaré, hein. Mhm. Et alors, avec lui, au fond, euh,
lui et moi, on pensait que le problème de l'arithmétique et de la clause finale dont tu as parlé tout à l'heure ne pouvait pas être traité uniquement par l'arithmétique, comme tu l'as montré toi-même d'ailleurs. Mais lui le voyait en regardant les interactions entre toutes les disciplines que Poincaré utilisait. Et alors, il pensait que la théorie des groupes et les moyens de décision que donne la théorie des groupes remplaçaient ce qu'on peut appeler, nous, la, la, con- la conclusion finale, oui, oui, la, la- Euh, j'aimerais rappeler aussi une autre définition de l'intuition caractérisation, je dirais, que Poincaré donne de l'intuition. Dans Sciences et méthodes, il dit que c'est un sentiment délicat de l'ordre. Et je crois que c'est très important. Que l'idée d'ordre, et donc de l'ordre, et aussi de l'ordre entre les disciplines devient assez important. Mhm. Et puis, je suis aussi tout à fait d'accord avec toi qu'il y a toujours un moment d'incommunication et que c'est très important d'en prendre compte pour essayer de voir toutes les possibilités qui s'ouvrent. Merci, oui. Bon, puis j'ai une dernière chose sur ton titre. La philosophie et les mathématiques, c'est ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est pas ce que tu as fait. Non? Tu as fait les philosophies et les mathématiques, chacune étant des variables, Oui. d'une certaine façon. Mais on a une telle habitude de dire la philosophie et les mathématiques, mais tu nous as montré tout un éventail de philosophies Mhm. aussi. Et oui, je trouverais que le titre Les philosophies et les mathématiques serait d'une certaine façon plus approprié. D'accord, je ne sais pas. Mais On pourrait en discuter, bien oui, sûr. oui, oui. C'est- Mais, c'est- mais je te remarque absolument. Évidemment, Poincaré, là, tu le mets comme un pré-structuraliste, n'est-ce pas? Avec les groupes et avec l'ordre. Oui, pas, Oui, oui, ouais, pas seulement. C'est pas seulement après. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas seulement un structuraliste, pas du tout. non, Pas du tout. un pré-structuraliste, hein, parce qu'il D'une il certaine prend façon. le groupe, mais évidemment, il thématise pas en tant que concept. Tout à Il fait. Tout à utilise. fait. Ouais. Et alors, il se traite lui-même, quelque part, de mathématicien aptère. Ah Je ne sais bon? pas si tu te souviens. Non, C'est non. parce que Couturat déclarait que la logique donnait des ailes. Ah, d'accord. Et alors, il a Ah, oui, répondu oui, 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 qu'il oui, était un ça y mathématicien est, ça y est. aptère. Merci, 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 Comme François. quoi Ouais. Poincaré donne encore beaucoup de choses. Moi, je connais plusieurs spécialistes de Poincaré. Il y a, je pense à Javier de Lorenzo, je ne sais pas si tu le connais, Oui, qui je est en sais pas. Espagne. Oui, oui. Et puis, je pense aussi à Norma Sanchez, qui est une physicienne spécialiste des trous noirs, une femme absolument remarquable, et qui voudrait qu'on mette Poincaré au Panthéon parce que c'est l'un de nos grands hommes. Oui. C'est la famille qui ne voulait pas, je crois que c'était Oui. une proposition. Oui, oui, la famille ne voulait pas. La famille, oui, oui, oui. Mais elle aimerait passer par-dessus ce... Voilà. Voilà, merci, merci Anne-François. Voilà. En tout cas, bravo, bravo. Merci pour ton Merci, travail. merci à toi, merci. Merci, merci pour cette belle discussion et toutes les références que vous citez et que vous dites là. C'est très intéressant pour nous ici parce qu'on n'a pas, en Tunisie, on n'a pas, on n'a pas la chance d'assister à ce genre de conférences ou d'activités, de discussions philosophiques autour des mathématiques. Et donc, c'est très instructif tout ça pour les étudiants. Je vois qu'il y a des étudiants, des doctorants, il y a même quelqu'un qui fait une thèse sur Frege et bien sûr ils ont vraiment toujours besoin d'écouter ce genre de conférences et de profiter de ces débats autour. Bien sûr, hein, je vous remercie vraiment De rien. pour tout ce débat et pour toute cette discussion qui est très constructive et très positive. Nous avons même
un étudiant qui a déjà présenté un Tunisien qui s'appelle la Mami, qui a déjà fait une conférence. Et puis, il a essayé de mettre en valeur le rôle de l'abduction, de la conjecture, et de parler, de développer des mathématiques philosophiques. C'est quelqu'un qui est mathématicien à la base et qui, mathématicien de formation, il a longtemps enseigné, il enseigne encore au lycée les mathématiques, mais il est vraiment orienté vers cette recherche et qui écrit beaucoup, il produit beaucoup. Et donc, c'est une manière aussi de l'encourager et de mettre un peu à sa disposition Absolument. un contenu, des contenus comme ça en ligne, dialogique, on peut dire, dialogique et direct, pour qu'il puisse un petit peu alimenter son esprit, nourrir son projet. Et puis, il y a aussi, nous avons un autre étudiant qui est Mohamed Balhoun, qui fait une thèse vraiment très intéressante, et à la fois sur le cinquième postulat des éléments d'Euclide, et puis la genèse de la nouvelle logique, la logique moderne, et qui développe toute une lecture tout à fait originale pour vraiment expliquer C'est non, mais ce passage et ce tournant. Et voilà. c'est remarquable ce que vous faites là, c'est vraiment c'est bien connu et de plus en plus c'est connu et apprécié, je crois, pas tout le monde, pas beaucoup de monde de toute façon. Donc, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. Et puis, si j'étais un peu, je suis ému dans la présentation, même j'ai oublié comme ça de dire, de citer le livre. C'est un livre, Merci. Philosophie des mathématiques et théorie de la connaissance, l'œuvre de Jules Villemin, qui a été édité par Rochety Rached et Pierre Pellegrin. Il y a l'article, justement, je dis ça pour les intéressés, les étudiants en Tunisie, ou dans ton pays, en Afrique du Nord. Le titre exact, quelques aspects de l'histoire du concept d'intuition d'Aristote à Kant. Ça peut vraiment être comme une sorte d'introduction à la conférence de ce soir qui vraiment advient pour compléter, pour vraiment donner une force de recherche et d'actualité dans la recherche à ce thème qui a été bien sûr déjà travaillé dans cet article. Merci, Et merci. ailleurs, hein, ailleurs, Merci. je me souviens toujours de ce que vous avez fait dans le domaine de la philosophie des mathématiques. Mais je crois que c'est vraiment dire philosophie de mathématiques, il faut, comme l'a dit Anne-François Schmitt, il faut être un peu prudent et ne pas comment restreindre le travail mathématique dans une seule philosophie ou un seul cadre théorique ou philosophique, que ce soit l'intuitionnisme, le constructivisme, le logicisme, le formalisme, et que ça Bien trahit un sûr. peu ce qui est vraiment au cœur des activités Ah, du mais mathématicien. bien sûr, Voilà. moi je suis pour toutes les multiplicités, bien entendu. Exactement. Exactement. C'est, Bon, c'est, c'est ça parfois le danger quand on dit philosophie des mathématiques. Au contraire, on est ce soir, on était au cœur des mathématiques. On a essayé un petit peu de Oui, voir comment la philosophie ou les philosophes, les les philosophies. philosophies, Et les je les traite comme philosophies deux variables, finalement. surgissent. Plutôt que Oui, comme des différences. voilà. Ça laisse plus de liberté dans l'interprétation, je crois. oui, ouais, Absolument. ouais. Oui, Je vais oui, oui. réfléchir sur le titre encore. Ce n'est Bon. pas une critique d'ailleurs, hein. Ah non, ben, Moi, je dis, ben, moi, je bon. crois pas trop à la critique. Non, non, il faut. Non, Bon, c'était très bien. merci bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, ben, je vous remercie toutes et Merci. tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine rencontre. À Et très puis, bientôt. c'est toujours un plaisir d'animer, enfin de coordonner ce genre de rencontres. Et puis, je suis le premier gagnant, quoi. Merci. Merci, Merci à tout le merci. monde. Allez, au revoir. À Merci. très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.